Le sang et la trahison ont bâti l'Empire Castiglione, mais c'est un bol froid de soupe minestrone qui a mis ce chef impitoyable à genoux. Quand un parrain milliardaire défonce la porte d'un restaurant délabré, il ne trouve pas ses ennemis, il trouve des morts vivants. Et la mère célibataire sans le sou qui les maintient en vie, l'enseigne au néon du Patsy's Grill, dans la partie la plus malfamée du sud de Chicago, avait perdu son P et son S depuis 3 ans. Pour Chloe Hayes, ce qui restait de l'enseigne clignotante était un fort d'épuisement. Cela signifiait des journées de 14 heures, l'odeur permanente de vieille graisse de friteuse dans ses cheveux et la réalité désespérée de la survie. Chloé avait 27 ans, mais ses yeux avaient le regard lourd et creusé d'une femme qui aurait vécu 3 vies. Elle frottait le comptoir en linoléum fissuré avec un chiffon qui avait connu des jours meilleurs, ne s'arrêtant que pour étirer son dos endolori. Dehors, une pluie incessante de novembre s'abattait sur les vitres grasses, transformant les lampadaires en halo ambré et flou. Dans la banquette du coin, le seul endroit chaud du restaurant glacial, était assis Léo, âgé de 5 ans. Il coloriait avec application le dessin d'un super-héros, ses petites jambes se balançant sous la table. Chaque fois que Chloé regardait son fils, une vague féroce et suffocante d'amour et de panique la submergeait. Ses médicaments pour l'asthme devaient être renouvelés le vendredi, et le prix de 140 $ lui semblait une montagne impossible à gravir. Son loyer avait déjà 2 semaines de retard, et son propriétaire, un opportuniste sordide nommé Greg, lui avait fait comprendre très clairement qu'il n'accepterait plus de paiement partiel. La cloche au-dessus de la porte sonna, perçant le faible bourdonnement de l'antique réfrigérateur. Chloé a immédiatement attrapé 2 lourds bols en porcelaine sous le comptoir. Elle n'avait pas besoin de lever les yeux pour savoir qui était entré. Bonsoir Sam, bonsoir Rose, dit Chloé se forçant à un sourire chaleureux et sincère, tandis que le couple âgé entrait en se traînant pour échapper à la pluie glaciale. Ils formaient un couple tragique et fragile. Sam était un homme grand, sévèrement voûté par le temps et un traumatisme visible et persistant. Il portait un manteau de laine usé bien trop grand pour lui, et ses cheveux argentés étaient en désordre. Sa femme, Rose, était plus petite, frêle comme du verre filé, serrant contre sa poitrine un sac à main en tapisserie délavée, comme un bouclier. Ses yeux, d'un bleu saisissant et perçant, étaient souvent obscurcis par le lourd brouillard de la démence. Cela faisait 6 mois qu'ils venaient au restaurant. Chloé les avait trouvés une nuit glaciale dans la ruelle derrière la cuisine, blottis près des bouches d'aération pour se réchauffer. Ils n'avaient ni papier d'identité, ni argent, ni souvenir clair de la façon dont ils avaient atterri dans une pension délabrée à quelques rues de là. Sam faisait des petits boulots, balayant les sols, ramassant des canettes, juste pour payer les 200 $ de loyer hebdomadaire pour leur chambre misérable. Chloé, qui peinait à se nourrir elle-même et son fils, avait fait la seule chose que sa conscience lui permettait. Elle les nourrissait. Chaque soir, à 21 heures précises, quand le coup de feu du dîner était terminé et que le patron rentrait chez lui, Chloé emballait les restes de soupe, le pain de viande invendu et le pain de la veille. Chloé, ma chère, croassa Sam, sa voix épaisse à cause d'un accent. Chloé n'arrivait jamais à le situer. C'était quelque chose d'européen, de lourd et d'ancien. Il lui offrit un sourire tremblant et profondément reconnaissant. Nous ne voulons pas nous imposer. Juste, juste un verre d'eau chaude, s'il vous plaît. N'importe quoi, le gronda gentiment Chloé en contournant le comptoir. Elle les guida vers la banquette juste à côté de celle de Léo. J'ai fait trop de minestrone ce soir. Si vous ne la mangez pas, elle finira à la poubelle. Et vous savez ce que je pense du gaspillage. C'était un mensonge. Chloé avait intentionnellement mis de côté 2 portions de soupe, les payant avec ses maigres pourboires, pour que son gérant ne remarque pas la différence dans l'inventaire. Rose s'installa sur la banquette en vinyle, ses yeux embués fixés sur le petit Léo. Un sourire soudain et radieux perça la confusion sur son visage ridé. « Oh » murmura-t-elle en tendant une main tremblante. « Peter, tu dessines. » Sam attrapa doucement la main de sa femme et la retira. « Non, Rosie, c'est Léo, tu te souviens, le garçon de Chloé. » Il regarda Chloé, ses yeux exprimant un profond chagrin plein d'excuses. « Elle passe une mauvaise journée. Les souvenirs, ils s'en mêlent. »« Ce n'est pas grave, Sam, » dit doucement Chloé, en posant devant eux les bols de soupe fumant et un panier de pain chaud. « Mangez, réchauffez-vous. »
Tandis que le vieux couple mangeait avec le désespoir silencieux de ceux qui ont vraiment faim, Chloé retourna essuyer les comptoirs. Elle les observait du coin de l'œil. Il y avait quelque chose d'indéniablement élégant chez eux, même dans leur pauvreté. Sam tenait sa cuillère à soupe avec une grâce raffinée, et malgré ses vêtements en lambeaux, Rose se tenait droite comme une reine. Chloé se demandait souvent quel était leur passé. Sam en parlait rarement, mentionnant seulement vaguement un terrible accident qui leur avait tout pris des années d'auparavant. La cloche de la porte sonna violemment, tirant Chloé de ses pensées. C'était Greg, son propriétaire. C'était un homme corpulent et en sueur, qui sentait fort le cigare bon marché et la bière éventée. Il ne prit pas la peine de secouer son parapluie mouillé, le laissant goûter sur le sol que Chloé venait de laver. « On est fermé, Greg, » dit Chloé, sa voix se durcissant. « Pas pour moi, non, » ricana Greg en s'appuyant lourdement sur le comptoir. Il la toisa d'une manière qui donna la chair de poule à Chloé. « On est le 14, Chloé. Je t'ai dit que j'ai besoin des 450 aujourd'hui, sinon je change les serrures demain matin. J'ai 200. » Chloé garda la voix basse, terrifiée à l'idée d'effrayer Léo ou le vieux couple. « Je suis payé vendredi. J'aurai le reste à ce moment-là. S'il te plaît, Greg, tu ne peux pas mettre un enfant de 5 ans à la rue en novembre. » « Pas mon problème, » dit froidement Greg en haussant la voix. « Ce n'est pas une œuvre de charité. 200, ça ne suffit pas. Peut-être que si tu ne gaspillais pas ton argent à nourrir les clochards du quartier. » Il fit un geste agressif vers Sam et Rose. « Tu pourrais payer ton fichu loyer. » Sam se leva, son corps frêle tremblant. « Ne lui parlez pas sur ce ton, » exigea le vieil homme, sa voix possédant soudain une autorité tranchante qui surprit Chloé. Greg éclata de rire, un son cruel et aboyant. « Asseyez-vous, grand-père, avant de vous casser une hanche. » Il se tourna de nouveau vers Chloé. « Demain matin, aie l'argent ou fais tes valises. » Greg se détacha du comptoir, renversant une pile de menus en plastique, et sortit en trombe sous la pluie. Chloé resta figée, regardant les menus éparpillés. Une oppression suffocante lui serra la poitrine. Elle n'avait plus d'options. Pas de famille à appeler, plus de cartes de crédit à vider. Elle était en train de se noyer. « Chloé ?» Elle leva les yeux. Rose se tenait à côté du comptoir, lui tendant un mouchoir en soie magnifiquement brodé, bien que très délavé. « Tu pleures, ma douce fille, » murmura Rose. Chloé n'avait même pas réalisé que les larmes coulaient. Elle prit le mouchoir, s'essuya les joues et se força à un sourire chancelant. « Je vais bien, Rose, juste fatiguée. Finissez votre soupe. Je vais vous emballer du pain à emporter. » Chloé était loin de se douter que les 450 $ dont elle avait besoin étaient le cadet de ses soucis. Car à 10 miles de là, dans le penthouse d'un gratte-ciel scintillant de Chicago, un fantôme du passé oublié de Sam et Rose venait de recevoir une photo qui allait bouleverser le monde fragile de Chloé. Peter Castiglione ne croyait pas au miracle. Il croyait au pouvoir de la pression, à la peur et à la certitude froide et dure d'un pistolet de calibre 45 chargé. À 34 ans, Peter était le chef incontesté de la famille du crime Castiglione. C'était un homme taillé dans le marbre et la glace, dirigeant son empire depuis l'ombre avec une efficacité impitoyable qui terrifiait même les cartels endurcis du Sud. Il était connu pour être solitaire, notoirement violent quand on le contrariait, et totalement dépourvu de pitié. Dans la pègre, on murmurait que Peter avait perdu son âme 10 ans plus tôt. C'était un fait de notoriété publique. Durant l'hiver 2016, une faction rivale, le syndicat Moretti, avait placé une voiture piégée dans la propriété de Lincoln Park de Salvatore et Rosa Castiglione, l'ancien Don et sa femme. L'explosion avait rasé la propriété. La police avait trouvé des restes calcinés. Les archives dentaires n'étaient pas concluantes à cause de la chaleur intense, mais les bagues, les montres, le lieu, c'était suffisant pour classer l'affaire. Peter avait enterré 2 cercueils vides. Puis, au cours des 4 années suivantes, il avait systématiquement, méthodiquement et brutalement éradiqué chaque membre vivant de la lignée Moretti. Il avait peint les rues de Chicago en rouge au nom de ses parents. Maintenant, assis derrière son immense bureau en acajou, Peter fixait une photographie brillante de 8 par 10. Sa respiration s'était complètement arrêtée. En face de lui se tenait Arthur Penelligan, un détective privé d'élite dont les services coûtaient plus que ce que la plupart des gens gagnaient en une décennie. Arthur transpirait abondamment, tordant son chapeau Fedora entre ses mains. « Où »
a finalement dit Peter. Sa voix était dangereusement basse, un grondement sourd qui fit vibrer les lourds verres à whisky sur la crédence. Une caméra de sécurité à l'extérieur d'un prêteur sur gage, dans le South Side, M. Castiglione, balbutia Arthur. Il y a 3 jours, je lançais des algorithmes de reconnaissance faciale sur des affaires non résolues. Juste une maintenance de routine sur les serveurs, et elle a signalé une correspondance à 94%. Je n'y croyais pas moi-même. J'ai suivi leur déplacement. Ils vivent dans un taudis sur la 43e. Ils vont à un restaurant local tous les soirs. Peter prit la photo. Ses mains, qui avaient exécuté des hommes sans le moindre tremblement, tremblaient maintenant. L'image était granuleuse, prise sous la pluie. Mais Peter n'avait pas besoin de haute définition. Il connaissait la courbe de ses épaules. Il savait comment l'homme tenait le bras de la femme pour la stabiliser. Ils étaient plus vieux, hagards, usés par le temps et la pauvreté. Mais c'était bien eux, Salvatore et Rosa, vivants. Ils ont survécu à l'explosion, murmura Peter pour lui-même. La réalité le percuta comme un train de marchandises. Ils se sont enfuis. Il l'a emmenée et s'est enfui pour la protéger. Et le traumatisme. Il a dû me croire mort, moi aussi. Ou alors, il a perdu la tête. Peter se leva brusquement. La chaise bascula en arrière, s'écrasant sur le parquet. « Silas !» rugit Peter. La lourde porte en chêne s'ouvrit instantanément. Silas, le sous-chef et homme de main de toujours de Peter, Guside Yeshra. Silas était une montagne de muscles, son visage une carte de cicatrices. « Patron, prépare les voitures. Amène le docteur. Nous allons dans le South Side. Tout de suite. » Peter attrapa son pardessus en laine, ses yeux brillants d'une lumière frénétique et terrifiante. 20 minutes plus tard, un convoi de 3 escalades noires fonçait à travers les rues de Chicago détrempées par la pluie, ignorant les feux rouges, dispersant la circulation. Peter était assis à l'arrière de la voiture de tête, regardant par la fenêtre. Son cœur battait contre ses côtes à un rythme qu'il n'avait pas ressenti depuis une décennie. Lorsque le convoi s'arrêta brusquement sur le parking défoncé du Patsy's Grill, la simple intimidation des véhicules poussa quelques piétons sur le trottoir à faire demi-tour et à s'éloigner. Peter ouvrit sa portière d'un coup de pied avant même que le SUV ne soit complètement garé. Il ignora la pluie glaciale qui trempait son costume Brioni sur mesure. Flanqué de Scylla et de 4 soldats lourdement armés, il marcha vers l'enseigne aux néons clignotantes. À l'intérieur du restaurant, Chloé balayait les menus renversés par la crise de Greg. Léo dormait sur sa banquette, enveloppé dans la veste de sa mère. Sam et Rose finissaient juste leur soupe, se préparant à affronter la marche glaciale pour retourner à leur chambre. La cloche au-dessus de la porte ne tinta pas. Elle carillonna violemment lorsque la lourde porte vitrée fut poussée. Un air froid et une odeur d'ozone inondèrent le restaurant. Chloé leva les yeux, le balai figé dans ses mains. L'homme qui entra s'imposa instantanément dans la pièce. Il était grand, solidement bâti, avec des cheveux noirs de jet plaqués en arrière sur un visage aux traits fins et aristocratiques. Ses yeux sombres balayèrent le restaurant avec une intensité prédatrice. Il dégageait le danger, la richesse et une autorité absolue et terrifiante. Les hommes derrière lui étaient tout aussi menaçants, leurs mains reposant nonchalamment près des renflements sous leur manteau. Le souffle de Chloé se coupa. Elle vivait dans ce quartier depuis assez longtemps pour savoir à quoi ressemblait un règlement de compte de la mafia. Son premier instinct immédiat fut pour Léo. Elle lâcha le balai et se plaça instinctivement devant la banquette de son fils endormi. Peter ne la remarqua même pas. Ses yeux s'étaient rivés sur la banquette du coin. Le temps s'arrêta. Salvatore Castiglione leva les yeux de son bol vide. Il plissa les yeux vers la silhouette imposante qui se tenait dans l'embrasure de la porte. Le visage du vieil homme afficha de la pudeur, mais aucune reconnaissance. Il glissa instinctivement hors de la banquette, plaçant son corps frêle devant sa femme. « Quoi que vous vouliez, » dit Sam, sa voix tremblante mais pleine de défi. « Nous n'avons rien. Nous ne sommes que de vieilles personnes. » Peter sentit comme si un couteau lui avait été planté dans le sternum. Son père invincible et terrifiant, recroquevillé dans un restaurant sale, traitant son propre fils comme un tueur à gages. « Papa !» articula difficilement Peter. Le mot sonnait étranger sur sa langue. C'était une supplique, un son brisé qui fit écarquiller les yeux de Silas, choqué, derrière lui.
Sam s'agrippa au bord de la table. Je ne... je ne vous connais pas. Peter fit un pas en avant, levant les mains en signe de reddition. Papa, c'est moi. C'est Dom. Il fit un autre pas. Soudain, une silhouette se plaça directement sur son chemin, le bloquant du vieux couple. C'était Chloé. Elle était terrifiée. Ses genoux tremblaient visiblement sous son tablier taché, et ses jointures étaient blanches tant elle serrait une lourde cafetière en céramique qu'elle avait attrapée sur une table voisine. Mais ses yeux, d'un vert féroce et protecteur, se fixèrent sur le regard sombre et intimidant de Peter. « N'avancez pas », ordonna Chloé, sa voix vibrant du courage désespéré d'une mère. « Je ne sais pas qui vous êtes ni quel genre de racket malsain c'est, mais vous les laissez tranquilles. Ils n'ont pas un sou. Reculez. » Peter fixa la femme. Elle était minuscule comparée à lui. Elle sentait de la vanille, la vieille huile de friture et la panique pure. Pourtant, elle se tenait entre le chef de la mafia de Chicago et ses parents comme un bouclier humain. Silas s'avança en grognant. « Écarte-toi, petite, avant de te blesser. »« Non », lança Chloé en levant la cafetière. « Je vais crier, j'appellerai la police. Sortez de mon restaurant. » Peter leva une main, faisant taire Silas instantanément. Il regarda le visage féroce et épuisé de Chloé, puis son père, qui observait Chloé avec une immense inquiétude, et sa mère qui regardait Peter avec une curiosité vague et confuse. Les yeux de Peter revinrent sur Chloé. Il remarqua son col effiloché, les cernes sous ses yeux, et l'audace pure qu'il fallait pour lui tenir tête. « Posez cette cafetière, » dit Peter. Sa voix était devenue douce et calme, un timbre d'une certaine manière plus dangereux qu'un cri. « Je ne suis pas ici pour leur faire du mal. »« Alors pourquoi avez-vous l'air d'être ici pour enterrer quelqu'un » rétorqua Chloé, refusant de céder un pouce de terrain. Peter ne sourit pas, mais quelque chose changea dans ses yeux sombres, une lueur de respect. « Parce que, » dit doucement Peter, son regard plongeant dans celui de Chloé, « pendant les 10 dernières années, j'ai cru que quelqu'un les avait enterrés. » Il prit une lente inspiration, laissant la pluie goûter de sa mâchoire. « Avez-vous la moindre idée de qui vous avez nourri? » Le silence dans le Patsy's Grill était si absolu que le goutte-à-goutte régulier du ventilateur de plafond qui fuyait ressemblait à des coupes de feu. Chloé Hayes abaissa lentement la cafetière en céramique sans pour autant relâcher sa prise sur la poignée. Ses yeux passèrent du géant impeccablement vêtu devant elle au vieil homme frêle et tremblant, recroquevillé dans la banquette. « Vos parents, » répéta Chloé, les mots semblant absurdes sur sa langue. « Sam et Rose sont vos parents. Vous êtes fous. Sam balaye les sols à l'usine de conditionnement. Ils vivent dans une pension. » Peter Castiglione l'ignora, ses yeux sombres, entièrement absorbés par la vue de son père. Il fit un pas en avant, lent et terriblement délibéré, puis posa un genou à terre, là, sur le sol en linoléum gras et fissuré. C'était un geste de profonde soumission qui fit visiblement tressaillir Silas, son sous-chef aguerri. « Papa, » dit Peter, sa voix se brisant, abandonnant le vernis glacial du parrain de Chicago. « Regarde mes mains, regarde la cicatrice sur mon pouce gauche. » Il leva sa main, paume ouverte. « C'est toi qui me l'as faite quand j'avais 12 ans. Nous étions sur le lac Michigan, sur le Saint-Jude. Tu m'apprenais à vider une céréole et le bateau a tangué. Tu as enveloppé ma main dans ta propre chemise pour que ma mère ne voie pas le sang. » Salvatore fixa la ligne pâle et déchiquetée qui traversait le pouce de Peter. Un frisson violent secoua le corps émacié du vieil homme. Ses yeux embués s'écarquillèrent, scrutant les traits fins de Peter, cartographiant la mâchoire, le nez, les yeux sombres et intenses. « Dom, » murmura Salvatore. Le son était fragile, tiré des recoins les plus profonds et enfoui d'un esprit fracturé. « Ils ont dit le feu. Ils ont dit que tu étais dans la maison, Dom. Les bombes. »« Je n'étais pas dans la maison, papa, » articula difficilement Peter, s'avançant pour saisir doucement les mains tremblantes de son père. « J'ai été retardé au quai. J'ai cru que je vous avais perdu. Pendant 10 ans, j'ai cru que j'enterrais des cendres. » Rose, qui avait observé l'échange avec un émerveillement vague et enfantin, tendit soudain la main. Sa main fragile aux veines bleues effleura la joue de Peter, trempé par la pluie. « Quel beau garçon, » murmura-t-elle. « Mais tu as l'air si fatigué. As-tu mangé ton minestrone? » Une larme solitaire s'échappa de l'œil de Peter, un spectacle qu'aucun homme de la pègre de Chicago n'avait jamais vu.
Il déposa un baiser sur la paume frêle de sa mère. « Je suis là maintenant, maman. Je vous ramène à la maison. » Il se leva brusquement, la vulnérabilité disparaissant aussi vite qu'elle était apparue, remplacée par l'aura autoritaire d'un homme qui déplaçait des millions de marchandises illicites. Il se tourna vers les hommes derrière lui. « Dr. Sterling, » ordonna Peter. Un homme aux cheveux argentés, portant une élégante mallette médicale noire, sortit de la pluie. « Docteur, Harrison Sterling était l'ancien chef de la chirurgie au centre médical de l'Université Rush, avant qu'une dette de jeu ne le force à entrer au service exclusif du syndicat Castiglione. Il se dirigea rapidement vers la banquette, sortant un stéthoscope et une lampe stylo de sa mallette. « Ne les touchez pas !» cria Chloé, ses instincts protecteurs reprenant le dessus alors qu'elle se plaçait devant le docteur. Peter regarda Chloé, la voyant vraiment pour la première fois. Il vit l'épuisement total dans sa posture, le tissu bon marché et effiloché de son uniforme, et le feu maternel féroce dans ses yeux verts. Il vit aussi le garçon endormi dans la banquette adjacente. « Mademoiselle, » dit Peter, son ton s'adoucissant pour devenir presque doux, mais totalement inflexible. « Je m'appelle Peter Castiglione. Les personnes que vous connaissez sous les noms de Sam et Rose sont Salvatore et Rosa. Ils sont de mon sang. Ils viennent avec moi pour recevoir les meilleurs soins médicaux que l'argent puisse acheter, et vous venez avec eux. » Chloé éclata de rire, un son aigu et hystérique. « Je n'irai nulle part avec un homme qui se déplace avec des voyous à aimer. J'ai un travail. J'ai un fils. Nous restons ici. » « Non, Chloé, » croassa soudain Salvatore, sa prise se resserrant sur le bras de sa femme. Il semblait terrifié à l'idée de quitter le seul refuge qu'il avait connu. « Chloé reste. Nous restons. Et elle nous nourrit. Elle protège Rosie. » La mâchoire de Peter se crispa. Il regarda Silas. « Quelqu'un nous a suivis? »« Route dégagée depuis le loop, patron, » grogna Silas, ses yeux balayant la rue sombre et balayée par la pluie à l'extérieur. Mais un convoi comme celui-ci dans le Southside, c'est une enseigne au néon. L'équipe Calabrese gère encore des paris à 3 rues d'ici. Si leurs guetteurs voient ces plaques, l'information remontera à Don Calabrese en 10 minutes. Peter jura doucement en italien sous son souffle. Il se tourna de nouveau vers Chloé. « Écoutez-moi très attentivement. Vous avez maintenu en vie l'ancien chef de la mafia de Chicago avec des restes de soupe. Si les gens qui ont essayé de faire exploser mes parents il y a 10 ans découvrent qu'ils respirent encore, ils viendront finir le travail. Et quand ils découvriront qu'une jolie serveuse dans un restaurant en ruine les cachait, ils réduiront cet endroit en cendres avec vous et votre garçon à l'intérieur. » Le sang de Chloé se glaça. La gravité de la situation la frappa de plein fouet. Elle regarda les vieux noirs qui tournaient au ralenti à l'extérieur, les hommes au visage sinistre qui gardaient les portes, et la terreur pure dans les yeux de Salvatore. « Faites vos affaires, » ordonna Peter en désignant le garçon endormi. « Enveloppez-le dans une couverture. Silas le portera jusqu'à la voiture blindée. Nous partons dans 2 minutes. » Chloé n'avait pas le choix. Son monde venait de se fracturer. Elle prit le petit Léo, l'enveloppant fermement dans son manteau usé. Le garçon s'agita, murmurant dans son sommeil, mais ne se réveilla pas lorsque Silas, se déplaçant avec une douceur surprenante pour un homme de sa taille, prit l'enfant de ses bras. En sortant sous la pluie glaciale, Chloé jeta un dernier regard à l'enseigne au néon clignotant du Patsy's Grill. Elle eut le pressentiment qu'elle ne la reverrait jamais. Le domaine Castiglione était une forteresse déguisée en chef-d'œuvre. Situé sur 60 acres de terre privée et boisée à Lake Forest, l'immense manoir en calcaire surplombait les eaux noires et agitées du lac Michigan. De hautes grilles en fer, des caméras de périmètre et des hommes patrouillant avec des fusils à silencieux indiquaient clairement que ce n'était pas seulement une maison. C'était un bastion. Chloé était assise sur le bord d'un lit king-size dans une suite d'invités plus grande que tout son appartement. Les draps étaient en coton égyptien, les tapis étaient en laine épaisse et moelleuse, et un feu crépitait dans l'âtre en marbre. Léo était étalé au centre du lit, dormant profondément, complètement inconscient du fait que sa vie venait d'être détournée par la mafia. 48 heures s'étaient écoulées depuis le restaurant. Pendant ce temps, le Dr. Sterling avait installé une aile médicale ultramoderne au premier étage pour Salvatore et Rosa. Ils souffraient de malnutrition sévère, d'exposition chronique et d'un syndrome de stress post-traumatique complexe. La démence de Rosa était avancée,
Mais le docteur Sterling nota que sa santé physique, en particulier ses fonctions cardiaques et rénales, était étonnamment stable pour quelqu'un vivant dans la rue. C'était de la soupe, avait dit le docteur Sterling à Peter dans le couloir, une conversation que Chloé avait surprise par hasard. Cette fille, Chloé, elle la préparait avec du bouillon d'os, du chou frisé frais et des légumineuses. C'est un plat de pauvre, mais il est dense en fer et en acide aminé. Si elle les avait nourris de fast-food bon marché ou de glucides vides, le cœur de votre mère aurait lâché il y a des mois. Cette serveuse les a littéralement maintenus en vie, Peter. Un léger coup à la lourde porte en chêne tira Chloé de ses pensées. Peter entra. Il avait enlevé sa veste de costume, portant une chemise noire aux manches retroussées, révélant des avant-bras musclés et des tatouages délavés. Il ressemblait moins à un PDG d'entreprise qu'au dangereux parrain qu'il était vraiment. Il tenait un dossier en carton dans ses mains. « Comment va le garçon ?» demanda Peter, sa voix basse en jetant un coup d'œil à Léo. « Il va bien. Confus, mais il va bien, » dit Chloé en croisant les bras sur la défensive. « Quand pourrons-nous rentrer chez nous, Monsieur Castiglione? Vous avez vos parents. Vous n'avez plus besoin de nous. » Peter se dirigea vers un fauteuil en velours près du feu et s'assit, se penchant en avant, les coudes sur les genoux. Il l'étudia un long moment. « Tu n'as plus de maison où retourner, Chloé. » Le cœur de Chloé tomba dans son estomac. « Qu'est-ce que vous avez fait? »« Je n'ai rien fait, » répondit Peter doucement. Il jeta le dossier en carton sur la table basse en verre entre eux. « Mais j'ai demandé à mes hommes de se renseigner sur ta situation. Je n'aime pas les angles morts. Je devais savoir exactement qui avait été en contact avec mes parents. » Chloé foudroya le dossier du regard. « Ma vie ne vous regarde pas. Elle est devenue mon affaire à la seconde où tu t'es interposé entre une arme chargée et mon père, » rétorqua Peter, ses yeux brillants d'une émotion intense et indéchiffrable. « Tu as 27 ans, veuve depuis 3 ans. Un chauffeur ivre a percuté le camion de ton mari. Tu as fait des doubles services au Patsy's pour rembourser les dettes médicales qu'il a laissées. Et hier matin, un homme nommé Greg a changé les serrures de ton appartement parce qu'il te manquait 450 $ pour le loyer. » Des larmes d'humiliation piquèrent les yeux de Chloé. Elle détestait que cet homme puissant et intouchable regarde les morceaux pathétiques et brisés de sa vie. « Et alors? C'est mon problème. Je me débrouillerai. »« C'est déjà réglé, » dit Peter d'un ton neutre. « On s'est occupé de Greg. Tes dettes sont effacées. Les factures médicales sont à 0. » Chloé recula, une vague de panique authentique montant dans sa poitrine. « Vous ne pouvez pas faire ça. Je ne veux pas de votre argent sale. Je ne vous dois rien. »« Tu vois les choses à l'envers, Chloé, » dit Peter en se levant. Il combla la distance entre eux, sa silhouette imposante forçant Chloé à lever les yeux vers lui. « C'est moi qui te dois quelque chose. Dans mon monde, le sang est la seule monnaie qui compte. Tu as protégé mon sang. Tu les as nourris quand ils mouraient de faim. Tu les as traités avec dignité quand le reste du monde les ignorait. » Il plongea la main dans sa poche et en sortit une lourde pince à billets or massif, épaisse de billets de 100 $, et la posa sur la table de chevet à côté d'elle. « Ce n'est pas de la charité, c'est une dette payée. Toi et ton fils resterez ici sous ma protection jusqu'à ce que je sois certain que la famille Calabrese ne vous a pas lié à moi. Vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Compris? » Chloé regarda l'argent, puis le visage dur et inflexible de Peter. Derrière l'extérieur froid du chef de la mafia, elle vit le fils épuisé et désespéré qui avait pleuré sur le sol d'un restaurant. Avant qu'elle ne puisse répondre, la lourde porte en chêne s'ouvrit à la volée. Silas se tenait dans l'embrasure, la poitrine haletante, sa main serrant fermement un Glock 19 à silencieux. L'air jovial qu'il affichait parfois avec Léo avait complètement disparu, remplacé par l'intention létale d'un prédateur au sommet de la chaîne alimentaire. « Patron !» grogna Silas, ses yeux se posant sur Chloé avant de se river sur Peter. « Nous avons un énorme problème. » La posture de Peter passa instantanément à une position de combat. « Rapport. Un de nos gars au 12e commissariat vient d'envoyer un message crypté, » dit Silas en entrant dans la pièce et en fermant la porte derrière lui. « L'équipe Calabrese n'a pas repéré nos voitures au restaurant. C'est pire. » Les yeux de Peter se rétrécirent dangereusement. « Que s'est-il passé? »« Ton propriétaire, Chloé Gregg, » dit Silas en la regardant d'un air sombre.
Quand il a quitté le restaurant cette nuit-là, il est allé dans un bar miteux pour se plaindre de sa locataire insolvable qui nourrissait les fantômes du quartier. Il a commencé à se vanter auprès du barman, décrivant le vieil homme avec un accent européen et les cicatrices de brûlure sur son cou. Il a essayé de vendre l'information à un receleur local, pensant avoir repéré des fugitifs avec une prime sur leur tête. Chloé Alta, couvrant sa bouche avec sa main. Le receleur travaille pour la famille Calabrese, termina Silas en se tournant vers Peter. Don Calabrese sait que Salvatore est en vie. Et patron, ils savent que c'est Chloé qui l'a caché. Ils viennent de lancer un cocktail Molotov sur son immeuble il y a 20 minutes. Si elle avait été à la maison, elle et le gamin seraient en cendres. Le visage de Peter perdit toute couleur, puis se durcit instantanément en un masque de rage pure et terrifiante. Il regarda Chloé, qui tremblait violemment, les yeux écarquillés de terreur en regardant son fils endormi. Le fantôme du passé n'était pas seulement revenu. Il avait apporté une guerre avec lui. Et Chloé Hayes se tenait maintenant en première ligne. L'air dans la somptueuse suite d'invités disparut tout simplement. Les genoux de Chloé cédèrent, se ployant sous le poids peu et suffocant de la prise de conscience. Son appartement, les photos délavées de son défunt mari, l'ours en peluche préféré de Léo, les maigres économies cachées dans une boîte de café, tout cela avait disparu, réduit en cendres. Elle serait tombée par terre, mais Peter la rattrapa. Ses bras massifs s'enroulèrent autour de sa taille, l'ancrant au présent. Pour un homme fait de glace et de violence, sa prise était étonnamment douce. Il la serra contre sa poitrine solide, la protégeant de la terreur qui émanait du rapport sinistre de Silas. « Respire, Chloé », ordonna Peter, sa voix un grondement bas et régulier contre son oreille. « Ils ne t'ont pas eu. Ils n'ont pas eu le garçon. Tu es ici. Tu es en sécurité. » Ils ont tout brûlé, s'étrangla Chloé, enfouissant son visage dans son épaule, ses doigts se tordant dans le tissu coûteux de sa chemise. « À cause de moi. Parce que j'ai apporté de la soupe à tes parents. Oh mon Dieu, Léo, il ne nous reste plus rien. »« Tu m'as, moi, » dit Peter. Ce n'était pas un réconfort. C'était un serment de sang. Il se recula juste assez pour la forcer à le regarder. Ses yeux sombres étaient absolus, brûlants d'une clarté létale et terrifiante. Ennio Calabresi vient de signer son propre arrêt de mort. Il pense qu'il chasse des fantômes et une serveuse sans défense. Il a oublié qui dirige cette ville. Peter se tourna vers Silas, son attitude passant instantanément d'un protecteur à un seigneur de guerre commandant une armée. Verrouille le domaine, triple la garde du périmètre. Personne n'entre ni ne sort sans mon autorisation verbale explicite. Mettre le docteur Sterling dans la chambre forte avec mes parents. « Et toi, patron ?» demanda Silas, armant déjà la glissière de son Glock. « Je vais couper la tête du serpent », dit froidement Peter. Il se retourna vers Chloé qui tremblait près du lit. « Reste avec Léo, ne quitte pas cette pièce. Quand le soleil se lèvera, ce sera terminé. » Le reste de la nuit fut un flou angoissant pour Chloé. Elle serra son fils endormi, arpentant la luxueuse chambre, tandis que les bruits étouffés des véhicules tactiques qui sortaient résonnaient depuis la cour en contrebas. Elle se sentait complètement déplacée, une civile projetée dans une zone de guerre, et pourtant, paradoxalement, elle ne s'était jamais sentie aussi farouchement protégée. De l'autre côté de la ville, la pluie s'était transformée en un déluge torrentiel, masquant le bruit de 4 VUS noirs s'arrêtant en silence devant un abattoir désaffecté dans le district de Fulton Market. Don Ennio Calabresi, un homme vicieux et bouffi d'une 60aine d'années, célébrait. Il était assis sur une chaise pliante au centre de l'entrepôt, entouré d'une douzaine de soldats lourdement armés, fumant un cigare cubain. Il venait de recevoir l'information d'un lieutenant de Castiglione prétendument retourné que Peter déplaçait ses parents vulnérables vers une planque secondaire près des quais. Ennio attendait pour tendre une embuscade au convoi. Il ne savait pas que le convoi était un vaisseau fantôme et que le lieutenant retourné était un homme mort qui avait déjà tout avoué à Silas. Les lumières de l'entrepôt court-circuitèrent violemment, plongeant l'immense espace dans l'obscurité totale. Avant même que les hommes d'Ennio ne puissent crier de confusion, les lourdes portes en acier cédèrent dans une explosion assourdissante. Des grenades assourdissantes furent déployées, aveuglant les soldats de Calabresi. À travers la fumée et le chaos, Peter Castiglione se déplaça comme la faucheuse. Il n'y eut pas de grand discours, pas de monologue cinématographique.
Ce fut une éradication précise et calculée. En moins de 90 secondes, l'entrepôt était silencieux comme la mort, à l'exception du crépitement de la pluie sur le toit en tôle et de la respiration lourde et rauque d'Ennio Calabresi. Les lumières de secours clignotèrent, projetant de longues ombres sanglantes. Ennio était à genoux, entouré de son empire déchu. Peter entra dans la pénombre, son costume sur mesure complètement impeccable, tenant un pistolet à silencieux à son côté. Peter, haleta Ennio, crachant du sang sur le béton. Tu as enfreint les règles de la commission. Un cocktail Molotov, c'était juste un message. On peut négocier. Tu as ciblé une mère et un garçon de 5 ans, répondit Peter, sa voix dénuée de toute émotion humaine. Il s'approcha, regardant de haut l'homme qui avait ordonné l'attentat contre ses parents 10 ans plus tôt et celui contre Chloé ce soir. Il n'y a pas de négociation, seulement des conséquences. Peter leva l'arme. L'écho du coup de feu signala la fin absolue de la lignée Calabresi. Quand Peter retourna au domaine de Lake Forest juste après l'aube, l'adrénaline s'était estompée, laissant derrière elle un épuisement profond. Il entra dans la suite d'invités pour trouver Chloé réveillée, assise dans le fauteuil en velours près du feu mourant. Elle se leva immédiatement à son entrée. Il la regarda, s'attendant à voir de la peur, s'attendant à ce qu'elle le regarde comme le monstre qu'il venait d'être. Il avait du sang sur sa manchette, et l'odeur de la poudre à canon s'accrochait à son manteau. Au lieu de cela, Chloé s'approcha de lui. Elle prit doucement son manteau, le lui enleva de ses lourdes épaules et le jeta de côté. Elle remarqua une légère éraflure saignante sur sa mâchoire, causée par un éclat de shrapnel. Sans un mot, elle le conduisit au bord du lit, alla dans la salle de bain attenante et revint avec une serviette chaude et humide. Alors qu'elle essuyait soigneusement le sang de sa mâchoire, Peter ferma les yeux, s'abandonnant à son contact. « C'est fini ?» murmura-t-elle, sa main stable. « C'est fini » roqua Peter, ouvrant les yeux pour la regarder. « Plus personne ne vous traquera, ni toi, ni ma famille. » Il leva la main, sa grande main balafrée lui caressant doucement le visage. « Tu as tout perdu à cause de moi, Chloé. J'ai perdu un appartement délabré et un propriétaire qui me détestait. » Corrigea doucement Chloé, appuyant sa joue contre sa paume. « J'ai gagné une famille. » 6 mois plus tard, l'enseigne aux néons crasseuse et clignotante du Patsy's Grill dans le South Side avait définitivement disparu. À sa place se trouvait un restaurant magnifiquement rénové, chaleureux et accueillant, nommé le Foyer de Rosie. Ce n'était pas un restaurant haut de gamme et prétentieux. C'était un pilier de la communauté, servant les repas les meilleurs et les plus copieux du quartier. Chloé se tenait derrière le comptoir en acajou immaculé, l'essuyant avec une serviette blanche et propre. Elle n'était plus épuisée. Ses yeux pétillaient de vie et d'autorité. Dans la banquette du fond, l'endroit le plus sûr et le plus chaud de la maison, étaient assis Salvatore et Rosa. Ils étaient impeccablement vêtus. L'esprit de Rosa vagabondait encore, mais elle souriait constamment, solidement ancrée aux côtés de son mari. Le petit Léo était assis avec eux, dessinant un super-héros. La cloche au-dessus de la porte émit un son agréable et mélodieux. Peter entra, enlevant son pardessus en laine. Il avait l'air dangereux, puissant et totalement intouchable. Mais lorsque ses yeux sombres se posèrent sur Chloé, le parrain impitoyable de Chicago fondit, remplacé par un homme qui avait enfin trouvé son foyer. Il passa derrière le comptoir, enlaçant la taille de Chloé, et déposa un baiser sur sa tempe. « Tu m'as gardé du minestrone ?» murmura Peter dans ses cheveux. Chloé se tourna dans ses bras, souriant à l'homme qui avait réduit la pègre en cendres pour la protéger. « Pour toi, toujours. » Parfois, le salut n'arrive pas sur un cheval blanc. Il arrive dans un vieux S blindé. Chloé Hayes a sauvé un empire avec un bol de soupe et en retour, un parrain impitoyable lui a donné la seule chose qu'elle n'avait jamais eue, une sécurité absolue. Leur lien, forgé dans le feu et la loyauté, a prouvé que même dans un monde régi par le sang et la violence, le plus grand pouvoir réside dans un simple acte de profonde bonté humaine.